Salut à tous et bienvenue dans Le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Que tu sois passionné d'immobilier ou simplement un petit curieux, on explore tous les aspects de ce domaine en profondeur avec convivialité. Je suis Samy et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime pour cet épisode. Salut. Alors, un épisode un peu spécial, hein, parce que c'est un sujet un peu brûlant, hein, même très brûlant, un véritable tournant dans la location courte durée et ça mérite vraiment un épisode exceptionnel. C'est pourquoi on a invité un guest, Julien Cos, maître Julien Cos, expert fiscaliste, avocat fiscaliste, que l'on adore tous. Bonjour Julien. Bonjour à tous les deux. Salut Julien. Bonjour à tout le monde. Gros Alors, sujet, ouais. c'est gros sujet. Alors, je sais pas si ils en ont entendu parler nos invités, enfin nos auditeurs, ou alors ils vont le découvrir peut-être là maintenant. Mais pendant que tout le monde en fait se concentrait sur la réforme du LMNP et de tous ces petits changements, et ben il y avait un changement un peu plus sournois qui s'était glissé en douce comme ça et qui fait que maintenant on est malheureusement ou heureusement à voir en fonction des cas assujetti à la TVA. Et voilà, l'allocation courte durée est maintenant assujettie à la TVA. Alors ça va être effectif en 2025, il me semble. On verra, Julien, tu nous en diras plus. Mais voilà, maintenant on ne peut plus y passer. Et du coup, on va voir dans cet épisode-là, qu'est-ce que cela implique clairement d'être assujetti à la TVA pour la location courte durée. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Merci pour les commentaires que vous nous avez laissés sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Merci à tous. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sous les épisodes. On y répondra avec plaisir sur Spotify notamment. Pensez à vous abonner également à la newsletter pour recevoir chaque semaine une information, un petit mail pour vous informer de l'épisode qui sort, mais aussi de toutes les infos du secteur de la location courte durée. On va essayer de vous publier une newsletter de manière régulière. Je ne vais pas m'engager sur la fréquence, mais voilà, vous sortir une petite newsletter. Et puis sur le site, donc le-triplex.com, retrouvez tous nos services, que ce soit les ateliers, nos accompagnements, mais également le lien vers notre espace privé où vous pourrez retrouver des infos exclusives et certaines infos exclusives dans la continuité de cet épisode. Samy, je te laisse nous en dire peut-être un peu plus. Ouais, et c'est exactement ça. En fait, cet épisode-là va se décomposer en deux parties. On va avoir la partie sur les informations plutôt générales sur l'impact sur la TVA en location courte durée, donc avec Maître Cos. Et ensuite, on va passer sur un épisode dans le podcast privé, donc dans l'espace privé, avec différentes stratégies qui pourraient être adoptées pour optimiser cette TVA. Et pourquoi pas aussi, on va voir avec Maître Cos si c'est possible, pour pouvoir pas la gommer, mais pas avoir d'impact, qu'elle soit pas transparente, mais qu'elle n'existe pas, entre guillemets. Voilà. Donc, on va voir ça dans l'espace privé. Donc, l'épisode public, ça va être vraiment de l'information plutôt générale et surtout aussi l'optimisation sur la TVA. Voilà. Bon, On y va? ça fait un beau programme. Je vous propose qu'on commence. Et Allez, c'est parti. pour ceux qui ne connaîtraient pas Maître Cos, Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, puisque c'est la deuxième fois que tu interviens sur le podcast, Ouais. mais on a tous les jours des nouveaux auditeurs Bien et sûr. qui n'auraient pas écouté tous les épisodes, vraiment rattrapés, hein, parce que l'épisode 34, il me semble, où tu étais intervenu, Ouais. une vraie mine d'informations. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quelle est ta spécialité dans le milieu fiscal? Eh ben, sans problème. Donc, effectivement, donc, comme vous l'avez dit, Julien Cos, je suis avocat. Ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier, ce qui explique les cheveux blancs de plus en plus. On a créé le cabinet avec mon associé maintenant il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant presque. On a un cabinet qui fait du droit des affaires. Donc on apporte du conseil aux chefs d'entreprise de manière globale. On fait du conseil également en matière patrimoniale. Enfin, on aide le chef d'entreprise, mais plus généralement les entrepreneurs au sens large, quels qu'ils soient, ou les investisseurs au niveau juridique et fiscal.
Et partant de là, mon associé, lui, est plutôt, on va dire, sur les fusions-acquisitions. Moi, je suis sur la fiscalité principalement, notamment patrimoniale, etc. Et puis, le temps faisant, je me suis orienté de plus en plus sur l'immobilier et de plus en plus sur la location courte durée, le marchand de biens, enfin toutes ces activités immobilières qu'on a vu se développer sur les réseaux et pour lesquelles on a pas mal de questionnements, pas mal de novices qui se lancent là-dessus et qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, voilà ce que l'on fait au quotidien, c'est apporter du conseil juridique et fiscal à toutes ces personnes qui peuvent en avoir besoin. Oui, parce que ce qu'il faut Simplement. rappeler en matière juridique et fiscale, c'est que vous pouvez vous renseigner sur Internet. C'est très bien de faire les premières démarches, mais que les informations sont généralistes et que vous devez forcément, et j'insiste sur le forcément, c'est les appliquer à votre situation. Donc, Ouais. chaque règle va avoir une nuance et la nuance peut avoir un impact énorme en fonction de votre Situation. situation et de vos objectifs. Donc, se renseigner sur Internet, c'est un préalable très intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter là et il faut, c'est ce qu'on vous invite à faire vraiment, à consulter un spécialiste pour optimiser et pas uniquement vous baser que sur des vidéos que vous auriez vues sur YouTube ou même notre épisode de podcast. Voilà, on va vous apporter énormément d'informations, on l'espère, mais il faut après aller consulter pour vraiment avoir une analyse perso qui corresponde à votre situation et à vos objectifs. Voilà, c'était le petit rappel. Et petit disclaimer aussi, aujourd'hui on fait un épisode sur la TVA, mais ce n'est pas du conseil. Voilà, on va si vous voulez du conseil, vous allez voir un juriste, un avocat qui va pouvoir vous apporter Bah après, toute, Julien, lui, il pourra apporter le conseil, du coup. voilà, mais Moi, c'est important. Il peut dire cette mention. je peux faire du conseil, mais le problème, c'est que j'ai pas de personne à conseiller en face de moi en direct. Exactement. Donc, je Là, ça serai va plus être sur une vocation informative, effectivement. Et après, effectivement, c'est d'aller chercher du conseil là où il se trouve, en se faisant accompagner par un avocat ou en tout cas par un spécialiste quel qu'il soit. Et c'est l'assurance d'avoir, comme tu le disais, du sur-mesure et aussi une sécurité. Voilà. Ouais. exactement. Ok. Bon, ben, on rentre dans le vif du sujet, du coup. Exact. Alors, la première partie, ça va être la compréhension de cette réforme-là. Donc, moi, j'ai relevé une phrase. J'ai relevé que la réforme de la TVA pour la location courte durée, elle découlait en fait des directives européennes qui visent à uniformiser la concurrence entre les acteurs du marché de l'hébergement. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, expliquer dans les grandes lignes quelle est cette réforme du coup et en quoi elle consiste? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà eu dans la loi de finances 2023 une tentative de modifier les règles qui a été abandonnée et mise de côté. Et finalement, il faut savoir que la TVA, elle est réglementée au niveau européen. Il y a beaucoup de dispositions de TVA qui sont des dispositions européennes, ce qui explique que la matière soit parfaitement indigeste et incompréhensible. La TVA, je pense que c'est ce qui fait le moins marrer les fiscalistes, ou en tout cas une partie limitée. Effectivement, le but, c'est une logique d'alignement et de question de concurrence. Comme tu le disais, là, ils ont décidé de passer pas par la loi, ils sont passés par la doctrine administrative. D'accord? Alors, faut remettre quand même en perspective ce qu'est la doctrine administrative en amont. C'est une position de l'administration. Elle n'est pas censée rajouter à la loi. Donc, c'est de l'interprétation de texte et l'interprétation qui est donnée dans cette doctrine administrative, c'est ce qui nous amène à nous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de locations courte durée sont assujetties à la TVA. Ok. Encore une fois, il faut remettre en perspective. Ce n'est qu'une doctrine et donc elle peut être contestée. Ce n'est qu'une position de l'administration. Pour l'instant, il n'y a pas de contentieux, mais on pourrait avoir effectivement des contentieux, même si, comme tu l'as répété, la philosophie générale, c'est quand même d'aligner tout ça. C'est une logique de concurrence et c'est une logique d'alignement de la LCD sur les prestations d'hébergement touristique que l'on connaît traditionnellement, notamment avec l'hôtellerie, les gîtes, etc. Donc il y a une vraie philosophie d'alignement. Mais c'est un passage, qui sont passés un petit peu
d'une autre manière, pas par la loi, et ils sont passés par cette Ouais, doctrine, et en plus, ils l'ont fait au mois d'août. Ce qui était ouais, très c'est ça au mois d'août. Et en plus, ils ont changé. C'est des critères qu'ils ont changé. Hein, on va en reparler. C'est la Euh, manière d'apprécier les critères, voilà. effectivement. Donc, Juste pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette TVA qui s'applique à la location courte durée, le montant, il est de combien? C'est 10, 20 points? C'est petite interro surprise, c'est combien à votre avis? Ah bah, en fait, moi, je le sais pense que avant, mais moi, je pense que c'est 10, mais j'entends parler également du 20, en fait. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. il me semble que dans l'hôtellerie, on est sur 10%. Ouais, On est sur du 10, ouais. ok. Donc On n'est pas 10%. sur du 20. Mais Ok. effectivement, c'est alors, on va remettre peut-être en perspective déjà la vraie question, déjà, c'est la TVA. Parce que tout le monde parle de la TVA, mais les gens, je me rends compte, ne maîtrisent pas vraiment le sujet de ce qu'est la TVA. Hmm. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Au passage, c'est une invention française, ce truc. C'est C'est brillant. beau, Hein. c'est Une taxe français. inventée par la France. Non, mais c'est brillant parce qu'il faut savoir aussi que la TVA, c'est la première source de revenus de l'État, et de Ouais, loin, c'est de l'une loin. c'est l'une des principales, effectivement. Ouais. Mais la méthode ou le calcul ou la réflexion qui sous-tend la TVA, la méthode mathématique est assez intéressante et très intelligente. Entre nous, soit dit, au-delà de ses effets fiscaux, c'est quand même quelque chose d'assez malin. Le but, en fait, c'est de taxer la valeur ajoutée qui est apportée par des entreprises, par des assujettis, en augmentant la valeur d'un service ou d'un produit d'une taxe, la taxe sur la valeur ajoutée, dont les taux diffèrent selon les types Mhm. de prestations, les types de services, les types de produits. D'accord? Il y a plusieurs taux de TVA. On ne va pas revenir dans les détails. Traditionnellement, sont assujettis à la TVA certaines activités. Et c'est là où je veux en venir. C'est l'activité qui fait la TVA. C'est pas la Mhm. personne. Ça, c'est souvent un truc au préalable qu'il faut rappeler. C'est pas parce que j'exerce en tant que personne physique que je ne suis pas assujetti à la TVA. Ou c'est pas parce que je suis en société ou, par exemple, en SAS que j'ai de la TVA. C'est lié à l'activité. On a des activités qui sont dans le champ et hors champ et des activités qui sont exonérées de TVA. Ok. D'accord? Je ne vais pas faire un cours de droit fiscal en définissant la notion de champ d'application de la TVA, mais voilà, il y a hors champ, dans le champ, et dans le champ, je peux être exonéré ou avoir l'application de la TVA avec des taux différents. D'accord? Donc D'accord. c'est une vraie philosophie. Donc ça veut dire que une même personne peut avoir des activités à la TVA et pas à Mhm. la TVA. D'accord? Ok. Ça, c'est un premier principe de la TVA qui est extrêmement important. Pa- On touche les activités, pas les personnes. Par exemple, dans notre cas, on pouvait avoir une société de conciergerie de sous-location dans une même société, une activité de sous-location de conciergerie. La société de conciergerie était à la TVA, la société de sous-location n'était pas à la TVA. La conciergerie, c'est une prestation de service qui est dans le champ d'application de la TVA, assujettie, avec les règles de franchise de TVA qui peuvent s'appliquer. Ça, c'est pareil, la question de franchise, c'est je dois payer la TVA, mais j'ai un dispositif d'exonération en fonction de l'importance de mon activité. Mm. D'accord? Et donc, on pouvait avoir des activités dans le champ, hors champ, exonérées au sein ou imposables au sein d'une même société où une même personne, une même entreprise peut faire des activités dans le champ ou hors champ. En fait, c'est vraiment lié à l'activité. OK? Ça, Ok. c'est extrêmement important. La deuxième chose qu'il faut savoir en TVA, c'est que la TVA, celui qui est payeur, c'est pas l'entreprise, c'est pas celui qui vend le bien ou celui qui rend la prestation qui est le redevable légal de la TVA. Celui qui paye la TVA au final, c'est le consommateur final, un particulier. Quand vous allez faire vos courses, on vous vend des produits avec de la TVA, C'est ça. mais celui qui acquitte réellement la TVA, c'est vous en tant que consommateur final. Celui qui vend la prestation ou le service, lui, collecte de la TVA. C'est-à-dire qu'il va facturer de la TVA et il doit la redonner à l'État. D'accord? Ouais. Donc en fait, c'est pas Là un produit où, pour lui. là où il peut y avoir une nuance à apporter sur enfin, c'est pas une nuance, pardon, c'est un point de vue. Sur qui paye la TVA, c'est toujours le consommateur. C'est le dernier chaînon, c'est le dernier maillon de la chaîne. Exactement. Là où on peut avoir une nuance, c'est quand on est soit sous franchise
soit qu'on n'était pas assujetti et qu'on devient assujetti à la TVA et qu'on ne veut pas augmenter ses prix. C'est ça. Et là, c'est là où la TVA, on se retrouve à devoir l'intégrer dans le prix final. C'est ce qui Exactement. va se passer là pour nos avant cas. d'aller sur ça, je veux bien qu'on soit clair sur le mécanisme de la TVA. Celui qui collecte la TVA, dans ce cas-là, a un droit de déduction à la TVA. Parce que quand je collecte de la TVA, j'ai le droit de la déduire. J'avais un prof qui m'expliquait que c'était la théorie du stylo. Si je facture de la TVA, j'ai le droit de la déduire. Et c'est en fait assez simple. C'est si je collecte sur quelqu'un de la TVA, je peux déduire la TVA que j'ai payée. C'est-à-dire que, prenons le cas de mon loueur en courte durée, s'il facture de la TVA, il va s'ouvrir le droit à déduire la TVA des biens et des services qu'il utilise pour son activité. Ouais, ça on va en parler. Voilà. On va en parler après du coup. Et par contre là où effectivement on a un problème, c'est quand on a quelqu'un qui se retrouve à facturer une prestation qui n'était pas assujettie à la TVA de solution. Ça c'est de l'économie après. Soit j'augmente ma prestation du coût de la TVA, mais la question c'est la capacité du marché à l'accepter. Et également, soit je ne change pas mon prix, et par contre la TVA est prise sur ma marge. C'est ça l'enjeu en fait. C'est ça. Et donc l'idée derrière ça, c'est d'augmenter le coût des locations courte durée pour au final rééquilibrer vis-à-vis des prestataires de services qui sont l'hôtellerie, etc. Mais là, le problème, on va le voir, c'est que tout le monde ne sera pas assujetti à cette TVA-là. Non, mais l'idée générale qui sous-tend, pour que les gens comprennent bien le mécanisme, c'est celui-ci. D'accord ? Pour l'instant, encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou pas, je dis juste, voilà comment ça marche. Ouais. Mais c'était une des volontés du secteur hôtelier, c'était d'avoir un rééquilibrage parce qu'il trouvait qu'il y avait une situation concurrentielle défavorable, inéquitable, puisque la LCD n'était pas assujettie à la TVA. Et il y a énormément d'autres éléments qui ne sont pas pris, qui ne sont pas à payer quand on fait de la LCD par rapport à l'hôtellerie, notamment tout ce qui a trait aux espaces recevant du public. Bon, ça, on diverge, mais l'idée, c'était de rééquilibrer. Je pense que l'objectif de la loi, le sens de la loi sur la TVA pour la LCD, c'est vraiment d'être plus équitable dans l'application de la loi. Tu avais une question, Samy, que tu avais notée ? Bah moi, en fait, je voudrais qu'on parle des critères, en fait. Qu'est-ce qui a été changé dans les critères ? Parce qu'en fait, les critères existaient, mais en fait, c'est l'interprétation, si j'ai bien compris, qui a changé de ces critères-là. Parce qu'avant, c'était 2 sur 3 critères qu'il fallait avoir pour être assujetti. Et aujourd'hui, cette interprétation-là, maintenant, fait que, en fait, on est obligatoirement, location courte durée, assujetti. Tu vas nous en dire plus, ça sera plus facile. On va redescendre. Il y a 4 critères à l'origine. D'accord ? 4 critères. Si ma location est assortie de certaines prestations de services, je peux être à la TVA. On avait 4 critères. C'est les critères de para-hôtellerie. Le premier critère, on va regarder 4 points. On va se poser la question de savoir s'il y a une fourniture de petit déjeuner. On va se poser la question de savoir s'il y a un nettoyage régulier des locaux. On va se poser la question de la fourniture du linge de maison. Et dernier point, on va se poser la question de la réception. D'accord ? Si on fait le lien avec un hôtel, je vais dans un hôtel, j'ai une réception, on me fournit les draps, les serviettes, on nettoie mon local normalement plus ou moins chaque jour, d'accord ? Et dernière chose, on me propose potentiellement le petit déjeuner. Voilà. Donc, on le voit, c'est assez proche de ce qui se passe dans l'hôtellerie. Pour être initialement, et c'est toujours la même chose, pour basculer en tant que loueur courte durée à la TVA, il faut que je propose 3 des services que je viens d'énoncer. Pas 2, mais 3. Donc, c'est dans les 4 que j'ai cités, s'il y a les 3 services qui sont rendus, je bascule, d'après la doctrine administrative,
à la TVA. C'est ça. Et là, les auditeurs vont dire, ah bah c'est bon, moi, je fais pas de ménage régulier et j'ai pas de service de Exactement. réception. Mais non, c'est bon, ça a changé. C'est sur la manière d'interpréter Voilà. ces trucs-là qu'on a eu des évolutions. On va descendre les 4 critères, d'accord? Ouais. On va partir de ce qui est le plus rare finalement, c'est la fourniture de petit déjeuner. D'accord? Ce que nous disait la doctrine, c'est si c'est conforme aux usages professionnels. D'accord? Donc, soit dans les locaux meublés mis à disposition, soit dans un espace commun. D'accord? Je sers un petit déjeuner à mes preneurs. D'accord? Ok. Il y a quand même, quand je parle de petit déjeuner, il faut quand même que ça corresponde à quelque chose. Hein. Si je pose une machine à café, traditionnellement, et 3 madeleines, on avait tendance à dire que ça rentrait pas dedans. D'accord? Attention à ceux qui font des upsells. Ouais, c'est dangereux. Donc, là, c'est la notion traditionnelle. Ce qu'on est venu, qu'on doit interpréter maintenant sur le petit déjeuner, c'est de se dire, c'est toujours cette logique de fourniture dans des conditions d'hôtellerie, avec quand même une précision qui a été donnée, c'est si je mets un distributeur alimentaire et ou des boissons via un distributeur, là, on peut considérer que je fournis le petit déjeuner. Ok. Donc tous ceux qui ont une machine à café et Alors, de madeleine, c'est un petit déjeuner. La machine alors, le problème, c'est la question de la preuve après. C'est toujours la même chose. Mais en tout cas... Si tu passes dans ta comptabilité des factures de Senseo, tu peux pas déduire tes charges des factures des dosettes Là, Senseo. c'est un distributeur alimentaire et ou de boissons. Alors, quand je parle de distributeur, pour moi, c'est plutôt la machine avec la bouffe et les boissons. D'accord? Ok. On ne parle pas de machine à café dans la doctrine administrative. Donc, tout ce qui est ils l'ont un peu forcé, quoi. mini-bar, par exemple, des choses comme ça, ça pourrait être interprété comme... Ouais, alors le mini-bar, ça pose d'autres problèmes, c'est la vente d'alcool. Ouais, mais si on met pas d'alcool dedans. Techniquement, si je mets une bouteille d'eau, c'est pas un petit déjeuner, hein, d'accord? Ouais. Encore une fois, ça va toujours être une question de preuve, mais si on commence à se rendre compte que je fournis des éléments de manière un peu importante, si je mets un paquet de gâteaux, je suis pas bien sûr qu'on vienne nous embêter, d'accord? Une Senseo et un paquet de gâteaux, je suis pas sûr. Il faudrait vraiment qu'il y ait une démarche là-dessus, parce que de toute façon, ils s'en fichent. Ce critère-là, c'est le plus compliqué. De toute façon, ils vont aller chercher les trois. Ils vont aller chercher les 3 autres. Les 3 autres, mais, bien sûr. Pour vous dire que rien, déjà ce critère-là où on était plutôt tranquille, il y a un vrai sujet. C'est interprétation maintenant. Ouais. D'accord. Le deuxième critère, c'est le nettoyage des locaux. Donc là, la question, c'est de savoir si on propose de façon régulière au locataire, pendant son séjour, un ménage régulier. D'accord? On apprécie ça par rapport à la durée du séjour, ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'hébergement. Et là, ils nous ont rajouté une remarque dans la doctrine administrative, c'est de dire lorsque le séjour est une durée inférieure à 1 semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Donc on est passé d'un nettoyage par jour à un nettoyage par semaine. Alors, c'était pas vraiment un nettoyage par jour. Mais en fait, le truc, c'est que en disant inférieur à 1 semaine, j'ai la condition qui est satisfaite, je les trouve un peu gonflés parce que moi, les hôtels, si je vais dans un hôtel et on me nettoie le logement une fois par semaine, j'y reste 1 semaine et que pendant 1 semaine, j'ai pas la femme de ménage qui vient faire un tour. Régulièrement, il passe un peu plus régulièrement quand même dans les hôtels. Ouais, il passe tous les jours, au moins faire ton lit. Oui. La seule option qu'on a, c'est les changements de linge de maison. Maintenant, on dit pour économiser l'eau, mettez vos serviettes par terre si vous voulez pas qu'on les nettoie ou qu'on les prenne. Ouais. Mais donc là, je trouve que la condition, elle est un peu au forceps. Mais en tout état de cause, c'est la position de l'administration fiscale. Encore une fois, c'est une doctrine administrative qui peut être critiquée. Fourniture d'un linge de maison. Là, c'est pareil. La fourniture du linge de maison, elle est caractérisée dès lors qu'elle est effectuée au début du séjour et qu'on fait un renouvellement régulier. Régulier, ça veut tout et rien dire, d'accord? Il y a une grosse appréciation. Et on apprécie ça en fonction de la durée du séjour. Donc, si on propose de renouveler de manière hebdomadaire, bah, c'est suffisant pour la doctrine administrative. Et lorsque le séjour a une durée de moins d'1 semaine,
la condition est satisfaite dès lors que... Il y a du linge propre. Exactement. Et après, tu avais le 4e critère, la Et réception. un truc, c'est que si vous mettez à disposition une laverie ou une machine à laver sans renouvellement, par contre, le critère n'est pas satisfait pour plus D'accord. d'une semaine. D'accord. Donc ça peut Du être coup, il y a aussi peut-être une clé ici. une petite clé, Ouais, ouais. mais pour les locations de plus d'une semaine, hein. Oui, non, mais pour celle de moins d'une semaine, on va retourner sur l'Airbnb à l'ancienne, quoi. Tu viens avec tes draps. Non, mais c'est Exactement. ça. Pareil, certains me posaient la question, ouais, on fait des upsells à côté. Bah, en fait, tu proposes le service, en fait. Donc, est-ce qu'on Il pourrait faudrait pas que ce y soit voir une la deuxième différence? boîte, quoi. Bah, non, la question qu'on peut se proposer, c'est je fais un upsell, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Mm. On dérive un peu sur les stratégies. Ouais, ça va être sur l'espace Je fais privé. du teasing pour le privé. Ouais. Putain, je suis pas payé pour ça. Si on a signé un contrat avec toi. Ah, Samy va t'envoyer un mug, le triplex. Comme Bah, ça, c'est- quand tu feras d'autres podcasts, tu penseras bien à boire ton café dedans. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un triplex. Aujourd'hui, c'est le duplex, Lauriane n'est pas là. Donc, par rapport à ça, donc voilà le critère. Pour info, je regarde du coin de l'œil la déclaration de Barnier, hein, le discours de politique générale de Barnier pour voir ce qu'ils annoncent en même Ah temps. oui, tu pourras nous faire en Donc, direct. j'ai un live de l'autre côté avec ce qui arrive. Pour l'instant, j'ai pas vu passer de dinguerie. Je descendrai à un moment donné et je parlerai un peu plus. Réception de la clientèle. Dernier critère. Ben là, c'était déjà un critère qui était facile à satisfaire. D'accord? Ça peut se faire soit à travers un lieu unique, distinct du logement, soit à travers un système de communication électronique. Et l'administration nous donne quelques petits exemples. Si on a un prestataire qui propose une réception physique en début et en fin de séjour sur plage déterminée, réception de clientèle personnalisée, pas de sujet. On a un mandataire qui le fait, par exemple, à l'entrée d'un village de vacances. Ou alors, on fait un accueil personnalisé avec un système de communication électronique ou avec une boîte à clés. Et voilà. Et donc, quand on aligne les 4 critères, il y en a 3 qui sont très faciles à satisfaire en l'état. Ah bah c'est ça. L'accueil, les draps et la le ménage. réception. Et quand on voit la facilité, entre guillemets, à changer le référentiel, tu peux très bien t'imaginer que l'année prochaine, ils disent, bah, en fait, si tu as une machine à café, ça revient à proposer le petit déjeuner Ouais, par autonomie. alors je pense quand même qu'on va avoir un bout de texte dans la loi de finances pour couvrir ce qu'a fait l'administration. Mm. Parce que ça reste une doctrine administrative, c'est une interprétation, c'est la position de l'administration. Parce que ça me paraît hyper facile, quoi. Autant la réforme là, du LMNP, ça prend des plombs parce qu'il y a pas mal de choses à voir, ça passe en commission, ça. Et là, ils nous sortent un truc au mois d'août comme ça qui a un énorme impact. Quand même, c'est 10% du coup C'est passé sous les radars, hein. Ah bah oui. Après, on fera certainement une étude d'impact, mais on peut déjà teaser aussi que pour ceux qui pensent que c'est 10% d'impact, c'est à relativiser. Puisque tu as ta TVA de 10%, mais comme on disait aussi, tu récupères de la TVA. Donc, forcément, tu vas avoir aussi quelque part, tu vas te retrouver sur ton mobilier, tu vas sur le récupérer mobilier, la TVA, sur les services. sur les services, tu as à minima ton expert comptable. Tu vas avoir potentiellement L'avocat aussi, l'avocat. Je vais pouvoir récupérer la TVA. Yes. Pas tout. Il y a des taxes spéciales pour les avocats, j'ai vu, hein, qu'on peut pas récupérer. Mais techniquement, ça va avoir cet effet-là. Tous vos prestataires, effectivement, Travaux. les fournisseurs, exactement. Alors, sur les travaux, il y a un truc quand même, hein, parce que les TVA sur les biens immobiliers, il faut maintenir la location du bien à la TVA pendant 10 ans. On en parlera tout à l'heure, ça, parce que ça sera dans le privé. Juste sur la TVA, là où c'est... je vais spoiler un peu la suite de l'épisode, mais c'est un impôt qui est particulièrement surveillé par l'administration fiscale, puisque, comme on l'a dit, c'est la première source de recettes de l'État, et les fraudes à la TVA sont particulièrement surveillées. Ils sont énervés sur tout en ce moment. Ah bah là, Ils ont de l'argent. Ils sont énervés sur tout. C'est clair.
Donc, non, en ce moment, ils sont vraiment pas agréables. Donc, je trouve que les positions sont assez dures et puis même la manière d'interpréter. Et la TVA, c'est facile. En plus, suffit d'une mention sur facture pour prendre des pénalités. Donc, Mm. ils ont quand même une Ah, puis ça capacité. va vite, hein. Bon, on va pas faire peur aux gens, mais un jour de retard du paiement de la TVA, c'est 10% de pénal. Après, techniquement, si tu l'as pas payé et que c'est la première fois, tu peux demander la remise de ta pénalité. Oui. Ouais. Normalement, ça passe. Après, Ouais. si c'est tous les mois, D'expérience, ça passe. Mais c'est pas agréable. non, c'est Ouais. désagréable. C'est désagréable parce qu'il faut se justifier, c'est de l'énergie qu'on passe à faire autre chose, quoi. Donc, Non, mais et puis ça dépend. On verra peut-être les modalités de paiement Ouais. en fin d'épisode, puisqu'il y a différentes modalités de C'est paiement ça. de la TVA aussi. On va parler de franchise maintenant, parce que du coup, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, il y a une franchise qui va changer. Hein. On a eu avant l'épisode, on a eu une discussion par rapport à ça. On a une franchise de TVA, c'est-à-dire en fait, on a, comme tu disais, c'est pas un allègement, mais comment on peut appeler ça C'est un seuil de chiffre d'affaires. C'est un seuil. Et avant, elle était de 91 000, c'est ça? alors, en fait, on a un changement qui doit intervenir au 1er janvier 2025 sur la notion de franchise de TVA. Pour reprendre le concept de franchise, simplifions, c'est ni plus ni moins qu'une exonération. En pratique, dès lors que mon chiffre d'affaires n'excède pas un certain montant, je peux ne pas facturer la TVA. On va Ouais, résumer ça c'est au choix. Ouais. Voilà. J'ai Rien de- l'option de rester en franchise de TVA ou faire l'option d'opter pour la TVA. C'est un choix qui est fait en fonction de quoi? Ni plus ni moins en fonction de mon intérêt et ma capacité à déduire la TVA. C'est quoi l'objectif de cette franchise de TVA? C'est une aide à la création d'activités? Et ouais, c'est doper les petites structures en évitant qu'elles dépassent les seuils de TVA pour leur permettre de développer l'activité sans une grosse barrière et sans trop de Mais c'est formalisme. dangereux hein, quand même. Ça pète un peu le marché quand même, on est bien Ouais. d'accord que... Non, on va faire clair. Ceux qui utilisent aujourd'hui le plus la franchise de TVA, c'est les auto-entrepreneurs. Ouais, et eux, enfin, l'auto-entrepreneur massacre grâce à cette... Alors, quand on est en B2B, on s'en rend pas Non, compte. il y a autre chose. Alors, ils ont un niveau de fiscalité qui est assez faible, ou en tout cas modéré, d'accord? Par rapport à ce qui existe par ailleurs, hein, encore Ah une oui, fois. oui, tout à fait. Alors, il faut faire les calculs parce que beaucoup font pas les calculs. Moi, j'ai tendance à dire que la TVA, que l'auto-entreprise, c'est le monde des licornes fiscales et sociales. C'est gentil, c'est doux, c'est un peu dufteux. Par contre, quand on passe au réel, ça se... c'est aussi pour ça que tellement de monde essaye d'aller à la franchise de TVA dans l'auto-entreprise. Mais surtout, pour moi, au-delà de ça, euh, le nombre d'auto-entrepreneurs qui restent en dessous des seuils de franchise de TVA de manière artificielle, Hmm. et Ouais. quand je dis artificielle, je sais de quoi je parle. Oui, oui. Donc, Ouais, ça mais c'est. On effectivement, va pas oui. donner les techniques ici, on a pas envie d'avoir de Ouais, mais il problème. y en C'est a, pas une ouais. technique, c'est qu'à un Non, mais moment c'est donné, de la fraude. Enfin, il y a c'est plein de de la monde fraude. qui oublie. Il y a des trucs, au bout d'un moment, c'est plus déclaré. C'est... Ouais. Pour c'est- rester c'est- sous c'est- les seuils de franchise. Mais on Ouais. sait tous que les seuils de l'auto-entreprise, c'est pas les seuils de franchise, hein, d'accord? De TVA. Ouais. Souvent, il y a un mélange des c'est deux. moitié moins. Voilà. Pour ceux qui Ouais, sont grosso modo, en en... résumant, ouais. Ouais, sur les C'est moitié prestations de moins. services, ouais. C'est ça. Même travaux. Enfin, bref, on va pas faire. Ouais, de toute façon, ouais. On va rester sur la Mais LCD. Mais Ouais. effectivement, ouais, Mais si ouais. ouais. jamais il y a des conciergeries qui nous écoutent et qui sont en micro, prenez bien garde que le seuil de la micro et le seuil de franchise de TVA ne sont pas les mêmes. Exactement. Et c'est grosso modo, c'est 50%. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Du Et coup, pour revenir sur la LCD, un peu le seuil, ouais. ce seuil, alors, Alors, il est de combien? Il est par logement pour l'activité globale? non. Euh, alors, on va faire avant et après, d'accord? Traditionnellement, le seuil de la franchise, il est fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'assujetti, c'est-à-dire celui qui facture la TVA. Ok? Ok. Mhm. Celui qui fait des prestations dans le champ de la TVA. Ok? Euh, c'est dès lors que son chiffre d'affaires
n'excède pas un certain montant, il est en franchise. S'il excède ce montant, il passe dans la TVA. D'accord? Traditionnellement, et c'est encore le cas pour cette année, c'est 91 900 euros, hors taxe bien évidemment, de CA pour un assujetti, pour la personne. D'accord? Physique ou morale. D'accord? Et on regarde son chiffre d'affaires. L'ensemble de son chiffre d'affaires qui rentre dans le cadre de l'appréciation de la franchise, c'est-à-dire grosso modo les opérations soumises à TVA. Ok. D'accord? Imaginons que je fasse de la LCD et que je fasse de la conciergerie dans la même structure. Le seuil de la franchise, c'est, entre guillemets, un seuil commun. Enfin, le seuil s'apprécie de manière commune. Ok? D'accord. Ça, c'est la première chose. Dès lors qu'on met la LCD à la TVA. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 91 900, d'accord? J'avais juste une petite question juste par rapport à ce que tu as dit avant que je l'oublie. Ça veut dire aujourd'hui en fait que du coup, ceux qui ont l'activité de conciergerie de sous-location dans la même société, pour eux, il faut qu'ils la séparent. Il faut surtout qu'on regarde. Ouais, C'est ça, pour l'appréciation des seuils, en fait. ouais. Donc, ok. Parce que j'ai un seuil qui est différent pour la presta d'hébergement, pour la presta de service et la presta d'hébergement. C'est pas les mêmes seuils de TVA. Ok. Et en plus, les taux sont pas les mêmes. Bah non, c'est 20 pour la Tu prestation. as 10 pour la LCD et 20 pour le service de conciergerie. C'est 20%. Donc, on a ce truc-là. Alors, on parle de 91 900 euros pour l'année. Et on a un seuil majoré qui est de 101 000 euros. D'accord? Ce seuil majoré de 101 000 euros, il s'applique si, lors des 2 dernières années, j'ai pas dépassé les 91 900 euros. Donc, en gros, je fais 90 000 euros. 90 000 euros. Je reste en dessous de 101 000 la 3e année. Pas de TVA. D'accord? J'ai fait 92, j'étais en dessous des 101, pas de sujet. Je fais 92 ou 91 ou 90 l'année d'après. Je passe à 101. Je dépasse les 91 900 et j'arrive à 100 000. J'applique la TVA. Quand bien même, j'ai pas dépassé mon seuil majoré. Le seuil majoré, c'est un cliquet. J'ai le droit de dépasser. D'accord? Mais grosso modo, j'ai le droit de dépasser une année. D'accord. Ok. Et ça, c'est pour toutes les entreprises? C'est le commun pour tout, la franchise de TVA. En fait, on a 2 seuils à chaque fois. Que ça soit pour la prestation de service ou pour l'hébergement, c'est juste des seuils de franchise différents, mais la logique de cliquer est la même. D'accord? Ok. En 2024. Ça veut dire qu'en 2024, si je dépasse 101 000 euros, je suis à la TVA. À partir du premier jour du mois où j'ai dépassé mes 101 000. Voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Faut pas attendre le 1er janvier de l'année d'après. Non. Par exemple, au mois de septembre, je dépasse les 101. Le 20 septembre, je dépasse les 101. Techniquement, toutes mes factures de septembre sont censées être à la TVA. Donc, ça s'anticipe, quoi. Ça s'anticipe. Donc attention, c'est pas des... Et du coup, il faut bien imaginer quand même que c'est pas des petites sommes, parce que si au mois de septembre, vous dépassez à 100 000, c'est-à-dire globalement, vous faites 10 000 euros de CA par mois, vous êtes redevable de 10% de 10 000 euros, donc de 1 000 euros de TVA que vous n'avez pas collecté auprès de vos clients et qu'il faut reverser au Trésor public. Et c'est une charge sec. On peut aller la redemander, mais les clients ne sont pas obligés de la verser. Exactement. La question après qui se pose, je sais pas, j'ai pas en tête comment sur les factures de plateforme ça apparaît aujourd'hui. Ils ont modifié des trucs ou pas sur la TVA? Pour le moment, non, parce que du coup, elle va être effective quand, cette réforme? La doctrine, elle est là. Hein. Donc c'est bon, en fait, c'est déjà... Il n'y a pas de décalage dans le temps de la doctrine. Hein. Il me semble que la TVA, elle est présentée, mais par rapport à la plateforme. Ouais, il y a déjà une ligne pour la plateforme. Alors techniquement, autre charge déductible, autre TVA déductible, les charges qui affectent la plateforme. La TVA sur les charges? Ouais, la TVA sur les facturations de la plateforme. Là, il faut avoir un comptable. Hein. Ouais, parce que aller chercher tout à coût de 2 euros
Alors ça représente une certaine somme, hein, parce qu'il faut imaginer que 20% sur les 14 points que prend Airbnb, c'est quasiment 3 points, c'est 2,8 de Ouais, commission que vous économisez. Mais maintenant, il faut aller les justifier à chaque fois. Donc ouais. il vaut mieux Ah avoir oui, un comptable. parce que pour déduire la TVA, il faut une facture. Ah, c'est pas au doigt mouillé. Hein. Il faut une facture, il faut une pièce comptable. D'accord. Donc là-dessus, voilà le seuil de la franchise tel qu'il est tourné 2024. Janvier 2025, histoire Ça de change. drôle, on nous a modifié le texte. Ah, Et donc là, le 91 900 devient 85 000. Et le 100 000 Au revoir. Et plus de 100 000. il y a plus de 100 000. Il y a plus de 100 000. Donc Oui. c'est 85 points, il n'y a, Voilà. y a pas de C'est sas. 85 et j'ai le droit de dépasser jusqu'à 93 500. 85, D'accord. 93 500. Donc à 8 000. D'accord. Ok. Et donc, à partir de ce moment de ce dépassement, c'est le même cliquer, je déclenche. D'accord. Et là, les auditeurs, ils peuvent se dire, ouais, mais j'en suis loin. Mais non, ça va très vite. En location courte durée, si vous avez 3, 4 biens, Ouais, 4 ça lots, peut aller très très vite. 3-4 lots qui tournent bien, ouais, ça peut faire ça, ouais. Ça peut aller très très vite. Ouais. Donc, attention à ce système de cliquer, sachant que le seuil s'appréciera toujours au 1er janvier par rapport au chiffre d'affaires national réalisé par l'assujetti. Et là-dessus, on regarde un certain nombre. La définition du chiffre d'affaires pour l'appréciation de la franchise, il est défini dans l'article concerné. On prend toutes les opérations qui rentrent dans le champ, d'accord. Et alors, il y a une petite cochonnerie, il y a une petite ligne en disant qu'on prend les opérations immobilières aussi dans le calcul. Donc, je sais pas trop comment l'interpréter encore. J'aurais tendance à dire que ce sont les opérations immobilières assujetties à la TVA, donc les opérations de marchand, typiquement. Mais voilà. Donc, attention à ce genre de bêtises. On risque de se retrouver avec quelques discussions. Ça, encore une fois, hein, on a peu de commentaires sur la refonte du texte, on n'a pas encore les premières interprétations, mais techniquement, voilà, le seuil est de 85 000 et il faut se méfier de ce dépassement. Donc ça veut dire en gros que ceux qui ont dépassé là, les 91 000 euros aujourd'hui sont logiquement assujettis à la TVA, c'est ça? Alors, ceux qui ont dépassé les 91 000 cette année, Là, oui, en mois d'octobre. alors, là, techniquement, sur l'application de la loi dans le temps, si je dépasse les 91 et que j'ai pas dépassé les années avant, je suis pas à la TVA, je suis en franchise. D'accord. Ok. Par contre, l'année d'après, le seuil passe à 85. Donc, si je reste au-dessus de 85, il n'y a pas de sujet. Si je passe en dessous des 85, si je passe en dessous des 85, il n'y a pas de souci. Si je reste au-dessus des 85 et que je suis à 91 000 cette année-là, j'ai pas dépassé au niveau de l'année en cours la tolérance à 93 500 et je dois regarder l'année précédente. D'accord. Ok. Et là, dans ce cas-là, l'année civile précédente, c'est 85 000 euros. Ok. Et c'est Donc, sur l'année civile. J'ai une question concernant justement cette franchise et la déduction de la TVA que tu as collectée, enfin que tu as payée, pardon, pas celle que tu as collectée. Tu es propriétaire, tu passes le seuil, tu as fait des travaux 3 mois avant. Est-ce que tu peux déduire la TVA des travaux réalisés 3 mois avant, ou c'est uniquement à partir du premier jour du mois où tu as payé, où tu as collecté la TVA? Ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai jamais vu le cas, mais je me suis jamais posé cette question. Je l'ai cette question parce que personnellement, j'ai été amené alors pas dans le cadre de la LCD, hein, dans le cadre de l'activité. Mais en gros, moi, la réponse du Trésor public, c'était si l'achat il n'a pas été effectué après vous n'étiez pas redevable à cette date-là, donc vous ne pouvez pas la récupérer. Assujetti, vous ne pouvez pas la déduire. Ce qui est assez logique, hein, c'est que pour pouvoir déduire une TVA, il faut être assujetti. Ouais. Donc si vous avez des gros achats, des fois ça vaut peut-être le coup à 15 jours près de les différer, quoi. Oui, carrément. ou alors d'opter. Ou d'opter, bien sûr. D'opter pour le régime réel parce qu'on va faire des gros travaux et que demain on va faire de la LCD.
Exactement. On peut faire cette démarche-là. Ça Donc, peut être un schéma. Mais effectivement, la logique, c'est de se dire, je suis redevable. Est-ce que je suis redevable? Non. À date, je ne le suis pas. Donc, je ne peux pas déduire. donc là, ça veut dire en gros hein, que même si on n'est pas, si on n'a pas atteint les seuils, mais qu'on a on veut se développer, on veut acheter d'autres appartements ou alors exploiter d'autres appartements, il faut obligatoirement là qu'on passe par un comptable pour qu'il puisse nous suivre ça carré, non? Bah, techniquement, votre déclaration. Après, si vous avez des déclarations de TVA à faire, soit c'est vous qui les faites, soit c'est votre expert comptable. Sachant qu'en plus, la TVA, c'est de la prestation de service. Donc, elle est collectée à l'encaissement, pas à la facturation. Donc, il y a du décalage de TVA. Or, quand je fais du décalage de TVA, je peux être sanctionné. C'est-à-dire que si j'ai pas déclaré toute ma TVA collectée d'un mois, l'administration fiscale peut me reprocher une insuffisance de déclaration et donc mettre mes fameuses pénalités. Donc là-dessus, il faut bien faire attention. Et pareil, quand j'achète des produits ou des services, la TVA, elle n'est pas déductible. C'est ce qu'on appelle le fait générateur et l'exigibilité en matière de TVA. La TVA, elle n'est pas déductible. Elle n'est pas déductible au moment où, sur la prestation de service, au moment où on me facture. Elle est déductible au moment où je paye. Alors que sur les services, elle est déductible au moment où j'achète. Le mois où j'achète. Ou pour la période où j'ai acheté. Parce qu'il y a des déclarations soit tous les mois, soit tous les 3 mois, grosso modo en TVA. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête sur le schéma. Donc Ouais, et puis le faire tout seul, on peut le faire à condition d'avoir très peu de mouvements. Je pense que dans le cadre d'une LCD, surtout si on dépasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est même pas envisageable. Enfin, de toute façon, celui qui fait celui qui fait de la on a perdu Julien. Ouais, j'ai perdu ma voix. Celui qui fait de la SCD et qui dépasse ces montants-là, généralement, il est accompagné par un expert comptable. Ouais. Mais moi, je me dis en fait que la personne a 2 appartements là cette année et qu'elle a prévu d'acheter un immeuble avec trois lots supplémentaires, par exemple. Là où elle en avait que 2 et qu'elle fait par exemple 30 000 euros de chiffre d'affaires, elle va forcément, je pense, dépasser donc du coup les 85 000 euros. Donc ça veut dire en fait que dès ces 2 appartements-là, il faut qu'elle soit absolument accompagnée d'un expert comptable pour qu'il puisse lui suivre et lui suivre au carré ses charges. Oui. Parce que la TVA, c'est vraiment particulier, hein, déclaratif. Il y a des règles précises. C'est pas très Il y a compliqué. des prévisionnels à faire, quoi. Mais Enfin, la il faut... gymnastique intellectuelle, elle n'est pas logique pour tout le monde. De dire, bah, cette TVA, je peux la déduire parce que c'est de la prestation de service. Cette TVA, je peux pas la déduire, je peux la déduire parce que c'est de la prestation de service et parce que j'ai payé, mais je n'ai pas encore payé à la fin du mois. Enfin, très clairement, il y a une gymnastique intellectuelle à avoir. Faut être un petit peu au fait ou formé. Moi, je ne jouerai pas, très clairement. Dernière chose sur la franchise, quand bien même vous êtes en franchise, il y a une mention obligatoire sur facture. Ouais. Si vous ne la mettez pas, vous êtes redevable de la TVA. La mention qu'on doit mettre, c'est une mention bien précise, et c'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Il faut à tout prix la mettre. C'est pour ça que je vous posais la question, je ne l'ai pas encore vu sur les plateformes, dans les factures qui sont adressées. Pour le moment, j'ai rien vu de tel. Hein, donc, Il y a une mention, parce que surtout ce qui n'est pas de plateforme, c'est pas vous qui mettez directement la facture. Non, c'est eux, ouais. Donc là, je ne sais pas comment ils le gèrent pour l'instant et j'ai pas encore vu. Alors, je pense qu'ils vont demander probablement d'ici peu de dire si vous êtes à la TVA ou pas. Et si Booking le fait déjà depuis un moment. Ouais, puisqu'ils travaillent avec les hôteliers. Ouais, Booking en fait propose l'option, mais Airbnb, je l'ai pas vu. Et Airbnb, il va falloir voir comment il s'adapte à ce truc. Ouais. Ils vont vous domicilier tout en Irlande. Non, ça marche pas, ça. Après, maintenant, on va territorialité de la TVA. On va passer au sujet des opportunités, parce qu'en fait, on voit la TVA comme comme une contrainte, en fait, mais est-ce que ça peut être aussi une opportunité? Et dans quel cas ça peut être une opportunité pour nous en loueur meublé, location courte durée? Est-ce que ça peut être une opportunité d'être assujetti à la TVA? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité. Alors, point négatif, vous réenchérissez le coût de votre prestation. Donc,
La question, c'est la question de l'élasticité du marché et la réponse du marché. On va être mécanique. Si votre tarif de prestation vous permet d'être à l'équilibre en termes de trésorerie, j'entends, venir calculer de la TVA à l'intérieur, ça va vous bouffer votre trésorerie et ça va vous mettre en cash flow négatif. Ouais. Si vous facturez la TVA, le risque que vous avez, c'est de renchérir le coût de votre prestation. Là, la question, ça va être une question de marché. Comment vous êtes placé sur votre marché? Est-ce que votre bien vous permet de... Pour celui qui est dans un endroit où la concurrence est relativement faible, s'il en existe encore, ou s'il a un bien de qualité, ça peut se faire, et un hébergement de qualité avec... et pas simplement je fais un Airbnb ou un Booking à l'arrache, Ouais. comme certains font à la dégueulasse. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, le marché risque de suivre. Mais il y a une disqualification qui peut se faire en termes de marché. Le premier sujet, pour moi, le premier problème, il est économique. D'accord? Ouais. Et même dans le cas où, en admettant que le marché soit uniforme et que tout le monde mette une augmentation de ses prix de 10%, ce qui est impossible, hein, parce que chacun va arbitrer, comme En tu le fonction disais, de hein. sa situation. Celui qui a acheté son logement il y a 15 ans Mm. peut très bien prendre pour lui la TVA tout en gardant un cash flow hyper intéressant, alors que celui qui a acheté l'année dernière avec l'augmentation des taux, l'augmentation des prix, va peut-être pas pouvoir absorber la TVA de la même manière. Bref, en admettant que même tout le marché applique plus 10%, en fait, derrière, il y a l'élasticité, tu parlais du prix, et la capacité du consommateur, donc du voyageur, à se dire, ben, j'ai pas envie de payer 10%. Et là, ce qu'espère le gouvernement, j'imagine, par l'application de cette règle, c'est de se dire, ah ben en fait, pour le même prix, je peux aller à l'hôtel. Voilà. Globalement, la vision simpliste, Il y a c'est deux ça. choses. Il y a ça, et je pense qu'il veut lutter contre les gros, entre guillemets, gros propriétaires, loueurs. Quand je dis Ouais. gros, pour eux, c'est 4 biens. Enfin, nous, on sait que c'est 3-4 biens, hein, 4-5 si ça performe, qui louent. En fait, c'est eux qui visent. D'accord? En Mm. gros, vous avez le droit d'en faire un ou deux, ce qui est un peu le sens de l'histoire avec la réforme aussi du LMP, du LMNP. Ouais, le micro Ouais. et En enfin, et le gros, réel. en gros, allez, vous avez le droit de vous faire plaisir avec deux en perso. En gros, c'est ça. Grosso Oui, c'est modo, ça. En fait, c'est ça. ça va venir créer de la concurrence entre ben, les petits loueurs, entre guillemets, et les gros loueurs. Parce que les gros loueurs, eux, auront ben, forcément 10% supplémentaires 10% supplémentaires soit de marge à Exactement. enlever, Ils veulent soit taper de. sur les gros, Mais enfin, en gros. si on se dit, si on se place d'un point de vue fiscal, c'est, moi je trouve, si on se désensibilise du côté location courte durée, l'impact et tout, tu te mets d'un point de vue fiscal, tu te dis mais c'est limite génial comme idée, parce que derrière, je vais peut-être, je rééquilibre un peu le marché, je vais avoir une nouvelle recette fiscale non négligeable, je pense. Tu vas avoir aussi, peut-être Mm. par un effet d'alignement, peut-être des propriétaires qui vont se dire, bah moi j'arrête la LCD pour repasser sous le seuil, et du coup remettre des biens sur le marché locatif classique. En longue Donc d'un durée, point de ou vue provoquer de la vente. de la vente, faire des mouvements, d'un point de vue purement Stratégie fiscale, du côté du législateur, ouais. je me dis, bah en fait limite, pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt? Non, non, mais effectivement, en filigrane, ce que l'on a, c'est faire plaisir aux hôteliers. Deuxièmement, pénaliser les gros, mais c'est ce qui Mais concerne les gros je exploitants. pense qu'ils ont attendu pour que le marché soit assez solide, en fait. Parce Ouais. que si le marché n'avait pas été assez solide, la recette fiscale qui en découlait en fait, n'aurait pas tenu, n'aurait pas été viable. Après, la question, c'est qu'on a assez peu de vues statistiques sur le marché. J'ai jamais trouvé la statistique, mais en moyenne, les exploitants de courte durée, ma question c'est la suivante, c'est de combien de biens, de combien disposent-ils en moyenne? Mm. Je suis pas sûr que beaucoup aient beaucoup plus que 2 biens. Moi, je suis biaisé. J'ai des clients qui Mm. ont C'est parce que, une ouais, approche comme tu très dis, on a. entrepreneuriale, pas tellement patrimoniale. Donc, je Ouais. suis biaisé. Moi, j'ai des clients qui ont pas mal de biens.
de l'eau. J'ai pas de Nous, c'est difficulté. exactement la même chose, hein. Ouais. Que ce soit dans le cadre du podcast ou que ce soit dans le cadre de l'agence Macom Imo qu'on gère, on s'est biaisé aussi. On On a intervient affaire à des gros toujours pour loueurs. des exploitants qui ont qui ont à minima 4 biens. Euh, C'est pour ça. parce que Je pense qu'on touche assez peu de monde finalement. Mais Euh, le marché ayant tendance aussi à se professionnaliser, yeah. je pense aussi que les personnes qui exploitent un ou deux biens, aujourd'hui, tu as un effet, comment dire, tu as un investissement personnel tel pour faire tourner un ou deux biens que finalement, quand on a quatre ou cinq, finalement, Oui, il peut c'est ce qu'Amax mutualiser dit. l'investissement en temps, mais du coup, celui qui en a que un ou deux, je pense qu'à un moment, c'est pas viable dans le temps parce qu'ils se disent, bah ouais, attends, pour le temps que j'y passe, certes, ça dégage du cash flow, mais est-ce que c'est intéressant quand j'en ai 4-5, un ou deux en LCD? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se disent pas, bon, pour ce que ça me dégage, les emmerdes fiscales, le machin, les emmerdes avec les voyageurs, est-ce que finalement, bah, le cash flow que je dégage, Ça est-ce va que ça vaut ma rééquilibrer le marché, en tranquillité, fait. quoi? Voilà. Ça va rééquilibrer tout Donc, ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Donc voilà pour les pénalisations. On n'a pas fait encore les points positifs. Samy. ouais, C'est parce ça. qu'il y en a quand même, et J'ai il faut pas, pas. j'ai pas oublié ta question. Moi, j'en ai vu un là, par exemple. C'est par exemple pour les services annexes, comme les upsells, en fait. Est-ce que ça pourrait être aussi un bon moyen que le propriétaire se fasse plus de marge, puisque d'un côté il y a la TVA à 10%, mais nous on va récupérer aussi les 20% de TVA. Donc est-ce que du coup on peut avoir un peu plus de marge par rapport à ça? C'est ce que je me suis dit. Oui, bah, après, techniquement, les upsells, normalement, si je vends des produits, c'est un autre cadre de franchise. Hein. C'était de la vente de produits. Donc, c'était pas de la presta, c'était planqué à l'intérieur. C'était des cadres, c'était entre guillemets, voilà. Donc, ça posait d'autres sujets. Mais Ah, donc effectivement, du coup, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui les upsells normalement sont assujettis à la TVA? ça dépend ce que tu fais comme upsell. Mais techniquement, l'allocation d'un IBB, ouais, c'est une prestation de service avec une D'accord. franchise de TVA à part à l'origine. Ok. C'est ce que c'était. Ça c'est intéressant. Mais c'est juste que tout le monde s'en foutait, ça passait sous les radars. Mais, Ok. mais voilà, pareil, la vente de petite alimentation, c'est pareil. Hein, normalement, c'est la vente d'un produit. Je te vends un produit. Mm. Donc, Mhm. avec toutes les contraintes que ça peut poser sur un certain nombre de trucs, Ouais. d'hygiène, de licence, de machin. Voilà. Ouais. Là-dessus, je pense qu'il y aurait tout un sujet à avoir sur toutes les upsells et la réglementation propre aux upsells. Ouais, parce que là, c'est le fouillis, en fait. Ouais, Ouais. 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 techniquement quand je vois des gens qui font des ventes de, alors ils le disent pas forcément, mais quand tu commences à avoir des bouteilles d'alcool, des choses comme ça, mais un truc un peu romantique, des bouquets de fleurs, des machins comme ça, c'est la vente d'un produit. Hein. Je vends un bouquet de fleurs. Mm. Je vends pas une prestation d'hébergement. Et c'est Ouais. normalement une vente de produits avec, est-ce que j'étais à la TVA ou pas sur cette vente de produits? Bah non, franchise en base ou pas. C'était la même logique. Mais, mais Donc, du oui, coup, si tu déclenches une franchise, enfin, si tu dépasses une franchise sur une activité, mais tu conserves la franchise sur les autres? bon. Par exemple, là, sur la LCD, Prestation de service. je franchis la franchise des 90 000 euros et quelques. Est-ce que j'ai toujours la franchise pour la prestation de service pour la vente pour les upsells? Non, C'est Ouais, ça même fait tout sauter. alors c'est même le contraire. ça dépend si c'est de la prestation de service ou si c'est des services à consommer sur place ou des prestations d'hébergement. En fait, on a modifié les critères. En fait, le chiffre d'affaires. On distingue deux choses. À partir de 2025, on a un chiffre d'affaires national, d'accord, 85 000 et 93 500, et on a un chiffre d'affaires spécifique aux prestations de services, d'accord, et aux prestations et un chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les prestations de vente sur place ou les prestations d'hébergement. En gros, on a une franchise qui est spécifique à certaines prestations, sauf. Donc ça veut dire que mes ventes de biens, typiquement mes ventes de produits, si je vends, je sais pas, des bouquets de fleurs, des bouteilles de vin, des machins, de la déco, gâteaux, machin, tout ce que vous voulez, c'est dans le même chiffre d'affaires, c'est dans les 85. Ok. Ok. Ok, donc là, tu La appliqueras prestation de la. service, après, c'est un autre sujet. Ouais. C'est un autre seuil, à part. Ok.
ce que j'ai vu également là, par rapport à, je me suis posé tout à l'heure et je me suis dit, pour les professionnels, les clients professionnels que l'on a, avant ils pouvaient pas récupérer eux la Ah ben oui, TVA. ils s'en Maintenant ils vont fichent. pouvoir le faire. Oui, bah ça, on est sur le client. Le client qui est un professionnel, lui, il va pouvoir déduire la TVA. Donc Qui ça, n'est pas un pour nous consommateur c'est final. bon. Alors, ça peut avoir un intérêt. Là où ça peut être intéressant, c'est ceux qui font du Airbnb à côté des centrales nucléaires, Mm. des centres Qui n'ont que des industriels, pros. des choses comme ça. Hmm. Bah Eux, là, c'est là, là, forcément. clairement, quand tu as 80% de clientèle pro, tu Ouais, ne t'amuses pas à mettre la TVA, à prendre en charge une partie de ta TVA. Tu la mets sur ton prix, point barre, parce que le client final ne la paiera pas. c'est ça. Exactement. Là, ça peut Euh, être intéressant sur ces clients, Ouais. sur ces gens qui ont cette typologie voilà. bien Ça de dépend de ton clientèle. mix client. Il y avait aussi, moi, tu parlais des points Mais ça, c'est positifs. au niveau de la facturation et du marché. Après, au niveau il faut regarder de ce que ça nous ouvre comme déductibilité. Et en déductibilité, on listait tout à l'heure tous nos prestataires Hmm. qui nous facturent de la TVA, on va récupérer de la TVA. Ce qui est souvent un gros sujet, c'est les prestataires de ménage. Ah oui. De trouver des prestataires de ménage qui sont pas au-dessus du seuil de TVA. Les fameux auto-entrepreneurs qui sont en dessous du seuil. Il y en a beaucoup. Pour Ouais, il y en a lequel beaucoup en plus. vous avez besoin de facture puisque vous déduisez ça en charge. Ça veut dire qu'on risque d'avoir moins de sujets là-dessus, potentiellement. Hmm. Bah, c'est comme un peu quand on a des prestataires de ménage qui disent qu'ils veulent être payés au black. Bah, en fait, comme au black, tu peux pas déduire de En tes charge. charges, bah, Mm. tu prends pas quelqu'un qui travaille, qui n'est pas déclaré. Exactement. Bah, ça sera pareil pour la TVA. Si la Mm. personne ne te facture pas la TVA, elle aura moins d'intérêt finalement. Et donc, du coup, tu pourras plus facilement faire appel à des boîtes un peu plus posées, plus pro. Voilà, moi, ce que ça me fait Pareil, les penser la TVA, conciergeries. Les Les conciergeries. les conciergeries, conciergeries, exactement. la, Les- la TVA, pour moi, alors suivant comment tu l'appliques, c'est-à-dire si 100% de la TVA que tu vas te retrouver à devoir faire payer, tu l'appliques en plus sur tes prix, pour moi, c'est une aubaine, c'est une possibilité de gagner, d'augmenter ta rentabilité. Alors, je m'explique. Parce que comme tes prix hors taxe, lui, il n'a pas bougé, ta rentabilité est toujours calculée sur le prix hors taxe. Le client paye sa TVA en plus, mais en plus, toi, sur tout ça, tu vas récupérer la TVA que avant tu ne récupérais pas. La seule, le seul prérequis, c'est de pouvoir continuer à faire payer. C'est pas continuer, c'est de pouvoir augmenter tes prix du montant de la TVA. Voilà. Et c'est l'élasticité du marché et ta clientèle. Après, l'intérêt aussi, alors il y aura un surcoût, hein, parce il va falloir payer du déclaratif TVA en plus auprès d'un expert comptable, ce que beaucoup ne faisaient pas. Donc il y a un coût, il y aura des honoraires. On va avoir également, par rapport à ces frais-là, effectivement, on va pouvoir récupérer un petit peu de TVA et récupérer de la marge qui partait. Mais il faut vraiment faire le calcul, en fait. Mm. C'est pas forcément négatif la TVA. C'est comme tout, comme le LMP, c'est pas La forcément TVA, négatif. elle est négative Mm. pour une seule personne, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, mais le seul qui n'a aucun avantage avec la TVA qui va arriver, c'est le consommateur final. Lui, mais par contre, celui qui est entre les deux, il peut aussi arriver à optimiser. Oui, ça va C'est- dépendre de ta structure de clientèle, de l'élasticité du marché voilà. et tes Là où ça frais sera réels de problématique, c'est que si ton marché est inélastique, Ouais. c'est-à-dire que tes prix ne peuvent pas bouger. L'élasticité du prix, alors j'ai plus la définition exacte des cours, mais en gros, c'est ta capacité à faire varier tes prix et est-ce que ton marché les accepte. Et une demande qui est inélastique, c'est une demande tu ne peux pas augmenter tes prix. Bref, si là, toi, tu ne peux pas augmenter tes prix, là, la TVA, c'est un vrai frein pour toi parce que tu shootes directement ta rentabilité, mais avec la nuance que tu ne la shootes pas de 10 points, tu la shootes de 10 points moins tout ce que tu peux récupérer auprès de tes prestataires. Et c'est pour ça que c'est hyper avantageux, entre grosses guillemets, pour ceux qui peuvent réimpacter directement sur le consommateur final toute la TVA, parce qu'en plus de ne pas toucher à leur rentabilité de base, ils vont pouvoir l'augmenter en récupérant une partie sur les services qui eux-mêmes ont payé et qu'avant ils ne récupéraient pas. Mais il n'y a pas de formule magique. Quelqu'un qui se retrouve à payer 0 de TVA, c'est qu'il n'est pas rentable. Hein, Ah parce bah que oui. tu ne peux pas ne pas payer de TVA
ça veut dire que tu as plus d'achats que de ventes et donc du coup tu as zéro de rentabilité. Ça crée même des alertes, je suppose, hein, par rapport à l'administration fiscale, non? Oui, ils aiment pas les crédits de TVA, ils se posent la question. Ouais. Après, techniquement, on peut avoir un intérêt aussi si j'ai des travaux à réaliser dans un bâtiment. La TVA aussi sera Alors déductible. ça, j'aimerais bien qu'on le garde pour le privé, tu vois. Mais en tout cas, le droit à déduction de la TVA, c'est la même aussi. Enfin, il y a aussi des enjeux là-dessus. Ok. Donc Top. voilà, donc si on résume, si on synthétise ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que c'est une évolution fiscale. On va même parler de révolution philosophie de la fiscalité de la LCD, avec un objectif quand même d'aplanir la concurrence entre l'hôtellerie et la LCD, même si je pense que pour les hôteliers, il y a encore d'autres points de bataille, mais au moins sur cet aspect-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'application de la TVA, ce n'est pas que 100% tout noir. Il y a quand même une possibilité de voir des points positifs. Et ce qu'il faut souligner, et c'est ce qu'on va voir, je suppose, Samy, dans l'épisode du podcast privé, c'est qu'il y a aussi des stratégies à mettre en place pour peut-être minimiser l'impact sur du moins la rentabilité de l'activité. C'est ça. J'ai prévu un petit texte là que je vais vous dire. Je t'ai spoilé, quoi. T'es prêt? Vous êtes prêts? Ah ouais. T'es prêt? Allez, on y va. Alors, si vous avez trouvé que cet épisode était enrichissant, sachez que ce n'est pas fini. On va passer à l'épisode privé maintenant, que vous allez trouver du coup dans l'espace privé, le triplex, lien en description, où nous allons plonger encore plus loin dans les stratégies spécifiques pour les investisseurs immobiliers, les souleurs, les conciergeries. Alors Julien, tu vas nous dévoiler des solutions concrètes pour minimiser l'impact de la TVA, optimiser vos structures juridiques et tirer le meilleur parti de cette nouvelle réglementation. Alors pourquoi on le fait dans l'espace privé? Parce qu'en fait, il y a certaines stratégies fiscales qu'on ne peut pas dévoiler comme ça publiquement. Donc, ceux qui sont vraiment sérieux et qui sont curieux, venez sur l'espace privé le triplex, on vous y attend. Ça marche? Voilà, le fisc aime ta déclaration. Ouais, non, il n'y a rien d'illégal. Ouais. Mais tout légalement, bien sûr. Il y a des stratégies fiscales légales, il n'y a pas de souci. Oh, non, on est carré. On est carré. Non, je vous invite vraiment à vous. On vous mettra le lien en description de l'épisode et abonnez-vous à notre page Instagram puisqu'on diffuse tous les liens, tous les bons plans. Vous pouvez tous les retrouver à la fois sur notre site mais aussi sur notre page Instagram. On vous mettra le lien. Vraiment, allez voir notre espace privé. Il est à 9 € par mois. Et sans engagement. Si vous êtes intéressé par juste par cet épisode, abonnez-vous, vous écoutez la suite de l'épisode, vous écoutez aussi les épisodes d'avant parce que vous aurez accès à tout ce qui est sur l'espace, et puis vous vous désabonnez le lendemain. C'est sans engagement, venez tester, nous on est très heureux de vous recevoir dans cet espace privé. Et puis pour conclure, pensez à mettre une évaluation sur ce podcast qui est public, parce que c'est grâce à vous qu'on remonte dans les algos, qu'on est plus visible sur Spotify, Apple Podcast. J'oublie pas Deezer, même si on a vu que vous n'étiez pas très nombreux sur la plateforme. Et puis vous pouvez également aussi nous retrouver quand on sera à jour sur les épisodes aussi sur YouTube et sur notre site le-triplex.com. Je crois que j'ai tout dit. Rapidement, en fait, l'espace privé, en fait, et la contribution qu'on demande, c'est vraiment pour réinvestir dans le podcast. Et par exemple, pour YouTube, aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de mettre tous les épisodes sur YouTube parce qu'en fait, il y a du montage à faire. Et prochainement, grâce à cette contribution-là, on va pouvoir payer une personne qui va nous le faire, en fait. Voilà. Ouais. Voilà, on le fera depuis Bali. Parce qu'on sait que vous aimez beaucoup nos blagues. Merci à tous pour cet épisode. On soulignera le professionnalisme de Samy sur cet épisode qui est beaucoup plus carré que le dernier avec Julien. Laissez un petit commentaire pour l'encourager à faire des structures d'épisodes. Merci encore pour votre écoute. Merci encore pour votre fidélité. Samy, je te laisse conclure. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Conclure, on a conclu. Hein, Julien, non, mais c'est parce que je pensais que tu voulais dire au revoir, comme tu es attaché. Julien, je te laisse le mot de la fin. Et tu leur dis bien de venir dans l'espace privé. Hein. Ouais, si là, ils l'ont pas compris, je pense que
Avec des gros sabots. Voilà, avec des gros sabots. Merci à tous et puis Merci à on se tous retrouve également. dans l'espace privé. Allez, ciao. À tout de suite.